Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour couper court à toute spéculation, nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. Dans ce monde dangereux et instable, pour être libre, il faut être craint. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Les vraies voix Sud Radio. Et à cette question menace mondiale de l'Iran, craignez-vous pour la sécurité européenne ? Eh bien, vous dites non à 56%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et ça tombe bien, Hector est avec nous de Montpellier. Bonsoir Hector. Bonsoir Hector. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à vous, merci de me donner la parole. Avec plaisir, on vous écoute. 56% de nos compatriotes pensent qu'il n'y a aucun problème, qu'on ne risque rien. Je ne partage absolument pas leur optimisme. C'est peut-être une manière de se voiler la face, mais la situation est telle quelle que tout le monde, quand on connaît un peu la situation et les particularités de l'Iran, puisqu'elle nous a déjà touchés à plusieurs reprises, que ce soit des attentats qui ont été commandités sur le sol français, les 58 collègues de mon père qui ont été tués à l'époque. On s'est très 23 octobre 83 à Beyrouth. Le Drakkar. Drakkar, ouais. Et je peux vous dire que quand mon père en parle, il a la gorge qui se serre et le regard qui se voile. Sans compter qu'on sait très bien que les gardiens de la Révolution, ils ont pour habitude de mettre des cellules dormantes. On peut penser évidemment qu'avec la puissance économique, ils peuvent payer entre guillemets des proxys, voire des gens du grand banditisme pour attaquer certains intérêts en Europe ou en France, ou tout simplement réveiller des réseaux dormants. Ça se fait beaucoup et ils l'ont déjà fait. Donc on peut imaginer que selon la réaction de ce qui va se passer, parce qu'on va nous parler d'actions défensives, ça va pas du tout être des actions défensives, c'est-à-dire que les rampes de lancement qui ont notamment touché Chypre, qui est une base, sur la base britannique anglaise à Chypre, voilà, ça va pas rester sans conséquence. Notre base aussi qui a été touchée à Abu Dhabi, il fut un temps où ça aurait été puni dans les 8 heures qui suivaient. Donc on peut s'attendre malheureusement en France à des actions, peut-être qu'on va encore camoufler ça par des déséquilibrés, je ne sais pas comment ils vont réussir à nous faire passer la salade, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse attention à l'intérieur de notre territoire. Ouais, on voit déjà des sentinelles arriver un petit peu partout. Françoise de Gois. Oui, j'entends tout ce qui est dit. Par ailleurs, je pense vraiment que ce sont des actions défensives. Vous savez, l'état-major des armées n'en fait pas mystère. Ce qui est clair pour l'Allemagne, ça c'est sûr. Mais ce qui est clair pour la France aussi, qui va participer évidemment, et on le disait dès hier matin dans la matinale de Patrick Roger, il va participer à des interceptions de missiles balistiques. C'est exactement ce que la France a déjà fait. C'est pas comme si on ne l'avait pas déjà fait. On l'a déjà fait pendant la guerre des 12 jours, ça c'est le premier point. Sur les attentats, bien sûr que c'est un risque, mais il faut bien comprendre quand même à quel point l'Iran est démantelé déjà sur le plan économique et à quel point l'Iran doit se chercher pour le moment un nouveau leader à l'intérieur même du régime. Et ce qui s'est passé cet après-midi, à mon avis, va être quelque chose d'extrêmement violent sur le plan de la réaction du monde arabo-musulman, puisque a priori, l'endroit où se réunissait l'Assemblée des experts, la soixantaine de religieux et de théologiens chargés de trouver un successeur à Ali Khamenei a été bombardé. Donc au moment du dépouillement des votes, c'est leur conclave à eux, ça a été bombardé. Donc voilà. Donc en réalité, l'Iran est tellement faible que la riposte sur des attentats et des cellules dormantes, à mon avis, pour le moment n'existe pas. La seule menace, c'est sur le pétrole peut-être. François de Rugy. Oui, je comprends l'inquiétude de notre auditeur, et puis d'une manière générale, on peut en effet avoir des craintes, parce que l'Iran a un lourd passif en matière notamment d'attentats terroristes téléguidés dans différents pays, dont la France. On se souvient peut-être, pour les plus anciens comme moi, si je puis dire, que lors du deuxième tour de l'élection présidentielle de 1988, il y avait eu un affrontement en quelque sorte entre Jacques Chirac et François Mitterrand autour de l'expulsion d'un diplomate iranien qui en fait était quelqu'un qui avait été impliqué dans des attentats terroristes qui avaient eu lieu sur le sol français. Mais je partage ce qu'a dit Françoise de Gois. Je crois que l'Iran est très affaibli, et grâce aux sanctions successives,
à l'opération déjà américano-israélienne en juin 2025, il y a un peu plus de 6 mois. Nouvelles opérations conduites depuis quelques jours qui affaiblissent à nouveau quand même grandement le régime iranien. Et la révolte des peuples et des populations. Pas les loups solitaires peut-être. Oui, alors voilà, c'est peut-être le risque qui reste, parce que par ailleurs, il faut aussi dire que les services de renseignement et de sécurité français ont beaucoup progressé dans la détection justement des attentats organisés avec des groupes organisés, y compris depuis l'étranger. Ce qui est en revanche un risque qui reste majeur parce qu'il est beaucoup plus difficile à détecter, c'est des individus qui agissent seuls, mais au nom peut-être de la solidarité avec l'Iran. Allez, vous restez avec nous dans un instant, on donnera à Bruno Godard son avis, Philippe David bien entendu. Hector, vous restez avec nous. Si comme Hector vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus, ce numéro de téléphone c'est le vôtre, 0826 300 300. On est avec vous jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Pour accueillir de nouveau tous les jours de 17h à 19h, vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est cool. On espère que, en tout cas, vous vous êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Profitez-en et vous pouvez retrouver tout en podcast, bien entendu. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cette émission, on vous en voudra un petit peu quand même. Mais bon, écoutez, on passera l'éponge. Autour de cette table, Françoise Degois est avec nous, éditorialiste Sud Radio. François de Rugy, que vous connaissez bien, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'écologie, Bruno Godard, auteur et journaliste indépendant, Philippe David bien entendu, et vous au 0826 300 300 avec Hector qui est avec nous, et on revenait sur cette menace mondiale de l'Iran avec cette question: craignez-vous pour la sécurité européenne? Et pour l'instant vous êtes plutôt positif puisque vous dites non à 56%. Alors comme Hector voulait réagir, c'est Zach qui prendra votre appel au 0826 300 300. Bruno Godard, est-ce que pour vous il y a quand même une crainte à envisager vis-à-vis de l'Europe? Il y a toujours une crainte pour les attentats, mais je pense que l'Iran aujourd'hui a autre chose à faire que de réveiller des cellules dormantes, si tant est qu'elles existent en ce moment. Ils sont effectivement complètement... À moins qu'elles s'auto-allument, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ou alors un loup solitaire qui peut effectivement décider de faire un attentat suicide complètement au nom de l'Iran, alors qu'il n'est pas forcément dans cette boucle-là. Mais je pense que là, il faut pas s'affoler. Il faut être juste vigilant. Moi, j'espère évidemment que les services sont au top niveau sur ce truc-là et qu'ils font vraiment attention et qu'ils surveillent tout ça. Mais je suis pas là aujourd'hui dans les semaines qui viennent très très inquiet. Après, il faut voir si le conflit s'installe. Si le conflit dure, si jamais les États-Unis ne parviennent pas à vraiment faire exploser le pouvoir en Iran, ça peut être compliqué. Mais pour l'instant, tant que le conflit s'installe pas, il faut rester tranquille quand même. On est en France, on n'est pas à Beyrouth. Les vrais problèmes sont à Beyrouth. Et pas qu'à Beyrouth, à Tel Aviv, un peu partout dans le Proche et le Moyen-Orient. Alors moi, j'ai pas de peur d'avoir des missiles iraniens qui tombent sur la France comme ils tombent sur Israël ou le Golfe Persique en ce moment. J'ai pas peur non plus d'une attaque aérienne. Les avions aériens passeraient même pas le ciel jordanien ou turc. Par contre, et ça, à mon avis, c'est très inquiétant. J'ai pas oublié les attentats que le Hezbollah sur ordre de l'Iran a fait en France en 85-86, qui avait fait, faut-il le rappeler, 14 morts et 303 blessés. C'est-à-dire un bilan particulièrement lourd. Est-ce qu'il y a des cellules dormantes? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il peut y avoir des cellules dormantes ou des proxys qui arriveraient, comme ils ont déjà des proxys qui s'appellent notamment le Hezbollah ou les Houthis? Pourquoi pas? En revanche, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour rendre hommage à nos services de sécurité, services antiterroristes, police, gendarmerie, etc., qui font un travail dont on ne parle jamais, mais qui est extraordinaire en termes de prévention des attentats. Je pense qu'ils méritent qu'on leur dise un grand bravo parce que on le voit pas, mais ils ont énormément de mérite. Hector, vous n'êtes pas du tout, vous êtes un peu plus alarmiste quand même. Moi je suis alarmiste parce que moi déjà je me suis battu en Afghanistan et je suis policier à l'heure actuelle. Ah d'accord. Donc on va dire j'ai un peu les mains dedans. Oui. Et je peux vous garantir que pour avoir connu des soldats américains, ils l'ont mauvaise, notamment au sujet de l'Iran, au sujet des proxys, notamment pour ceux qui avaient fait un petit tour en Irak. Notamment quand quand Trump a réglé son compte, comment il s'appelait, Al-Jolani, le chef des... Ah non, Al-Jolani, il est arrivé au pouvoir en Syrie. Non, Al-Jolani, il est vivant, il est bien vivant. Le chef Al-Quds. De la brigade Al-Quds, oui. Oui, voilà. Donc ils ont été très contents de son élimination parce que les Iraniens avaient particulièrement bien instruit les rebelles en Irak, qu'ils soient chiites ou sunnites d'ailleurs, pour poser nombre d'IED. Alors les IED, c'est les engins piégés pour les auditeurs. Voilà. Donc
Ce que je voudrais dire, c'est qu'ils ont quand même une capacité de nuisance. Et vous savez, ce qui est très pratique avec les réseaux dormants, c'est que des fois, ça peut se réveiller soi-même. Surtout quand l'entité qui est à l'origine n'a plus le contrôle dessus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous pouvez avoir des divergences politiques au niveau d'une cellule qui va dire, bon, puisque maintenant on n'a plus la bride sur le coup, après tout, ils ont la structure, ils ont la capacité, entre guillemets, de nuisance. Ils peuvent s'auto-allumer et c'est ça qui est le plus à craindre. Votre ministre de tutelle, Hector, a élevé quand même le niveau de vigilance. Je sais, je suis au courant. C'est pour ça qu'il y a quand même un petit... on n'aura jamais, je veux dire, des missiles ou ce genre de choses. Mais par contre, des petits... Enfin, des petits. Il n'y en a pas de petits, mais... Des loups solitaires, oui, ça c'est le gros problème et c'est le gros risque, malheureusement. Oui, moi j'entends tout ça. De toute façon, c'est un risque. Comment vous dire, Hector, la réalité, c'est que nous vivons avec le terrorisme déjà depuis le 11 septembre, qui est la fin de l'illusion et du rêve occidental. Je pense que vous vous souvenez tous, le 11 septembre où on était. Oui. Ça fracasse notre idéal, ça fracasse... On comprend qu'on rentre dans autre chose, et je parle même pas des attentats en France, etc. Donc le risque terroriste, à mon avis... il est géré, il n'est pas plus élevé aujourd'hui que hier et qu'après-demain. Le souci pour moi, c'est lorsque ça va commencer à frapper l'économie, c'est-à-dire tout simplement la vie quotidienne et le prix de l'essence à la pompe. Aujourd'hui, Hormuz est totalement bloqué. On voit bien le baril est déjà à $85. Voilà, il a fait un jump. 90, ça pue. Ça n'était jamais arrivé, par exemple, depuis 2024, qu'il atteigne ces niveaux-là. Bien sûr, parce que évidemment, l'OPEP continue à produire. Il y a 20% du pétrole mondial, il faut quand même le savoir, qui transite par Hormuz. Hormuz est totalement bloqué par l'Iran. La question va être une question stratégique et ça va être une décision là américaine, israélienne et, à mon avis, européenne. C'est est-ce qu'on débloque Hormuz ? Est-ce qu'on fait sauter le bouchon d'Hormuz et est-ce qu'on met 2 ou 3 bâtiments de guerre pour sécuriser Hormuz ? Ça, c'est le sujet qui arrive, je pense, demain. Qui est le canal, bien entendu. Le détroit, si vous voulez. Qui sépare l'Iran de la péninsule arabique. Entre la mer Rouge et la mer d'Oman, vous avez ce petit endroit par où bifurque tout le pétrole. Très surveillé par les Iraniens. François Drouin. Fermé par les Iraniens depuis hier. Totalement. Oui, et très surveillé, c'est pour ça que je dis. Oui, c'est vrai. En fait, le spectre, il est très large. On parle de la sécurité internationale, on parle du risque terroriste dans notre pays. Et en effet, moi, je comprends ce que dit Hector, a fortiori s'il est lui-même policier, qu'il a connu l'Afghanistan. L'Afghanistan est un exemple, d'ailleurs, malheureusement, assez tragique. C'est-à-dire que des grandes puissances successives, l'Union soviétique, à une époque, a pris le contrôle de l'Afghanistan, après les talibans, après les Américains, après de nouveau les talibans. Et on voit que même en étant un pays très fermé, très sans doute assez pauvre technologiquement, pas de ressources, ils arrivent quand même, les talibans arrivent à se maintenir au pouvoir, ce qui donne des perspectives au régime des mollahs en Iran de continuer à se maintenir au pouvoir, même en étant très refermés. On va vous redonner la parole, Hector. Est-ce qu'ils sont pour autant une menace pour des pays comme la France ? Je pense que cette menace, heureusement, elle est quand même aujourd'hui limitée. Après, les individus qui se réclamant de ce combat, qui ne sont même pas téléguidés, qui ne sont même pas formés par des services secrets iraniens, mais des individus qui diront au nom de ce que fait l'Occident en Iran et au nom, il faut bien le dire, d'une vision radicale de l'islam, s'en prennent en France comme dans d'autres pays européens à des Européens, à des symboles de ce qu'ils penseront être les États-Unis, Israël et ainsi de suite. Ça, ce risque, il est évidemment réel. Quant à la question économique, oui, on se rappelle, et moi je trouve qu'on oublie trop vite que le risque sur le pétrole et le gaz, c'est 2 ressources énergétiques vitales pour le monde en général, eh bien on reste en France 100% dépendant des importations, y compris de ces pays-là, dont on sait qu'ils sont soumis à un risque important de tension internationale, de guerre, d'intervention militaire. Donc raison de plus pour chaque fois que l'on peut éviter d'être dépendant. Et on a d'autres ressources en France, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'électricité abondante, on a de l'électricité décarbonée qui ne porte pas atteinte à l'environnement. Profitons-en et utilisons cela plutôt que toujours du pétrole et du gaz. Hector, le mot de la fin, peut-être. Oui, je rebondis sur notre autonomie énergétique, notamment au niveau de l'hydrogène, dont on a de belles ressources, notamment au Moselle, on a trouvé le plus grand gisement d'hydrogène blanc l'année dernière. Je pense qu'on devrait très très vite se tourner vers ce type d'autonomie énergétique. On est d'accord. Et on en a trouvé dans le Béarn également. Oui.
Absolument. Merci en tout cas, Hector, pour votre témoignage. Vous restez avec nous, 0826 300 300 dans un instant. Seul contre tous, Françoise Degois. Je vais dire à quel point l'ONU est nécessaire, même s'il est de bon ton de la critiquer tout le temps et partout. François de Rugy. Est-ce qu'on n'a pas laissé trop de pouvoir aux juges en matière d'environnement pour se substituer aux politiques pour dire ce qui est bon ou mauvais pour l'environnement? Eh ben, ce sera votre seul contre tous dans un instant. On fait une petite pause et merci de votre fidélité. À tout de suite. Cette semaine,